Alors MyFood, Dessert Connecté, c'est avant tout une aventure entrepreneuriale. Alors pour parler un peu de mon parcours, j'ai été consultant informatique dans la finance à mes débuts en 2008, donc c'était pas forcément la meilleure période. Et assez rapidement, j'ai un peu compris la situation. C'est le problème des ingénieurs, ils comprennent malheureusement trop vite la situation dans laquelle ils sont. Et cette aventure, c'est tout à fait ce qui me tenait à cœur. Donc une tentative d'abord d'émancipation. Donc j'ai essayé à travers justement un projet de côté, voilà, un projet d'après 18h30, d'essayer de changer les choses, d'essayer de se réapproprier quelque chose. Et je sentais bien que dans le monde dans lequel j'avançais, c'était un peu compliqué de pousser ces idées de rupture, ces idées de décentralisation, donc je vais revenir dessus, et surtout des valeurs intéressantes de partage et d'échange qu'on appelle l'open source, le libre. Je pense que ça parle à pas mal de personnes aujourd'hui. J'étais à l'époque fasciné par les initiatives qui commençaient à émerger de ce monde-là. Donc c'était pas plus forcément des histoires de techos, de serveurs, etc. Même si c'est extrêmement intéressant, et bon, j'ai aussi du monde là, mais certes, il y avait des choses vraiment intéressantes qui impactaient le bien commun. Donc l'open source, l'esprit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est d'essayer de partager, d'alimenter un maximum le bien commun, ce qui est des choses qui concernent vraiment une grande partie de l'humanité. Et donc ça s'est matérialisé par des petits Raspberry Pi, que ça va faire des serveurs très efficaces pour hoster des sites internet, mais pas seulement. Donc 2010, c'était la période des premières campagnes participatives, et on voyait que des personnes autour du monde pouvaient être amenées à collaborer autour de projets inspirants, visant à changer le quotidien, améliorer le bien commun, et toujours dans un esprit de partage, d'échange et surtout de confiance. Et c'est ça que je me suis essayé de créer à travers une initiative pour produire sa propre alimentation. Puisque 2010, c'était pas tout à fait le début de YouTube, mais il y avait déjà des personnes qui partageaient des expériences dans leur jardin, dans leur arrière-cour, peut-être parfois même sur un petit bout de terrasse. Et je trouvais un peu dommage qu'il n'y avait pas forcément, on va dire, une approche assez, on va dire pas unique, mais une approche qui arrivait à fédérer toutes ces ambitions, cette ambition de se nourrir de manière saine, cette volonté aussi de pouvoir s'émanciper d'un certain monde, du monde du salariat en changement, et qui va continuer à changer dans les prochaines années, mais aussi des vraies préoccupations écologiques. Parce que bon, c'est vrai que le manque de transparence dans la consommation actuelle, c'est un souci. Donc on parle des pesticides, de la perte de la biodiversité et bien d'autres choses encore. Donc l'idée, c'était de décentraliser ça, limiter les parcours, essayer de ramener ça à une échelle humaine. Pourquoi pas, à la sortie de sa cuisine, avoir de quoi produire son alimentation toute l'année. Donc c'est parti de là, de quelques expérimentations personnelles en allant glaner ce que d'autres avaient déjà partagé avec une grande bienveillance sur leur expérience à eux. Et j'ai commencé à bricoler une petite serre connectée, enfin de briques et de broc, dans les années 2012-2013. Et ça a accéléré. Alors à ce moment-là, je n'ai pas forcément idée de ce qu'était le monde des startups, j'ai une vague idée de ce que ça pouvait être l'entrepreneuriat, mais vraiment extrêmement vague. C'était pas si en vogue que ça à l'époque. Pour moi, c'était la Silicon Valley, tout ça, bon voilà. Et j'ai participé à un startup week-end avec des collègues, parce qu'on faisait un peu tous le même bilan dans le monde dans lequel on évolue en tant que consultant informatique ou dans l'industrie ou autre. Et on s'est dit pourquoi pas participer à un startup week-end, parce que voilà, qu'est-ce que c'est finalement une startup, comment on peut se faire challenger là-dessus. Et finalement, ce qu'on a découvert, c'est vraiment un monde où finalement il y a tout à prendre, il n'y a que des opportunités, il y a beaucoup moins de problèmes que d'opportunités finalement. Et finalement, on s'est rendu compte au bout de 3 jours, donc si vous avez en vous un début de fibre entrepreneuriale, même si vous l'ignorez, en 3 jours, vous arrivez à challenger une idée, à rencontrer potentiellement des personnes qui vont vous suivre dans cette aventure, et directement des personnes pour vous accompagner, des mentors, et pourquoi pas des fonds pour démarrer une activité entrepreneuriale. Et ça se passe en 3 jours, en 54 heures, c'est pas beaucoup. Et c'est vraiment ça qui était un vrai accélérateur, une vraie prise de conscience pour nous, à dire que finalement, nos places de consultants, à essayer de défendre ces visions open source, c'est très en rupture, peut-être très en avance sur leur temps en 2013-2014, c'est peut-être même plus rapide de prendre ses responsabilités, d'aller défendre un projet, une vision, une ambition, et directement récolter ce qui pouvait en revenir, une écoute, un momentum, et pourquoi pas aussi une aventure entrepreneuriale. Et c'est ce qui s'est passé finalement, on a eu cette prise de conscience en 2014 qu'il fallait essayer d'aller au bout de cette aventure, de potentiellement quitter le monde confortable et salarié dans lequel on était installé. Et on a participé à un accélérateur en 2015 qui s'appelait la POC 21 pour Proof of Concept, en miroir à la COP 21 à Paris cette année-là, qui a regroupé 12 projets à l'international qui visaient justement à décentraliser l'économie sur toutes les divisions, enfin toutes les dimensions possibles. Donc il y avait le transport, il y avait l'énergie, et il y avait aussi l'alimentation. Donc on a participé sur le volet alimentation, et ce sont des makers, des designers, des contributeurs qui sont venus à ce moment-là faire monter la mayonnaise pendant 5 semaines pour présenter ce qui a été le
on va dire la version 1 de la serre MyFood, la serre connectée MyFood, qui suite à ça a connu son public, sa communauté, puisque ce qui est plus important encore que l'outil technique que je vais vous décrire, et vous allez le comprendre, c'est la communauté qui se cache derrière, c'est la vraie richesse de pouvoir non plus avoir un modèle de société et on va dire de consommateur, mais une relation on va dire entre animateur de communauté et contributeur, ce qui fait vraiment toute la différence. Et donc, suite à cet événement qui a été, on va dire, l'étincelle de MyFood, on a créé l'activité dans la foulée en 2016 et nous voilà aujourd'hui et je vous montrerai jusqu'où on est arrivé. Donc, l'équipe initiale, donc on est trois cofondateurs, je vais essayer de les pointer, alors attendez, hop. Donc, Johan, que j'ai rencontré à l'école d'ingénieur, Mathieu, mon cousin par alliance, Kevin, qui nous a rejoint assez rapidement sur la partie logistique, et Margot, qui suite à un TEDx, voilà, en descendant de scène, m'a proposé d'investir dans la boîte ces 15 000 premiers euros qui paraissent rien aujourd'hui, mais qui sont primordiaux quand on se lance et qu'on vient juste de créer l'entreprise. Alors nos valeurs, donc j'en ai déjà un peu parlé, on cherche à fournir à l'humanité tous les outils pour produire une alimentation saine, durable et ultra fraîche, ce qui signifie que bon, tout ce qui est pesticides et autres, on va essayer de s'en passer par des techniques agronomiques que je décris tout à l'heure. L'idée, c'est quand même de chercher à unifier les acteurs du changement. C'est vrai que si chacun fait tout le temps la même erreur, c'est un peu dommage. Et à un moment dans sa vie, on essaie tous de créer son petit potager, on met beaucoup d'efforts là-dedans, beaucoup de bonne volonté, et on va presque dire qu'il y a des produits sur étagère qui existent sur le marché, mais qui ne sont pas si performants que ça. Donc il y a des contraintes de temps, d'espace, de compétences qu'on va essayer d'intégrer. Donc notre vision, c'est quand même d'essayer de limiter les émissions de CO2, ça serait déjà pas mal. Limiter les plastiques à usage unique dans toute la logistique, et c'est pas simple de trouver les leviers de négociation avec les fournisseurs pour le faire. Et naturellement, on va essayer d'éviter les OGM qui nous font un peu peur, surtout pour leur manque de transparence. Dans l'ADN de MyFood, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est surtout l'open source qui nous parle, c'est-à-dire la capacité à pouvoir partager librement un maximum nos compétences et nos connaissances pour le bien commun, donc limiter un maximum les portes d'entrée, enfin les barrières à l'entrée pour les personnes qui souhaitent aller vers cette démarche et qui partagent notre vision. Alors, dans le cahier des charges qu'on avait initialement, celui-là n'a pas trop bougé. Finalement, on a fait un constat par rapport à la vie d'un salarié tout à fait normal. Des personnes sans expérience, alors c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin d'être un maraîcher bio ou passer 6 mois dans une formation spécifique de maraîchage, de permaculture pour commencer là-dedans. Rentrer rapidement dans l'expérience, c'est-à-dire que voilà, on a l'ambition, on a cette vision, on veut démarrer, on veut pouvoir vraiment rentrer dans l'expérience par la porte, vraiment la plus simple, celle qui va nous permettre d'être accompagnés à travers toute l'expérience, l'accompagnement du projet, la mise en place de l'équipement et surtout l'exploitation de différents éléments. Limiter le temps de maintenance, alors c'est vrai que tout le monde aimerait bien pouvoir avoir son propre potager. La première contrainte, en dehors de la compétence, c'est le temps. Les gens continuent d'être salariés, ce qui est un peu normal aussi, il faut quand même faire rentrer des revenus pour payer ses factures. Mais pour autant, on a envie de partir en vacances, on a envie de pouvoir passer du temps loin de chez soi et réussir en même temps à alimenter une serre avec quelques activités de maintenance bien précises, mais pas si contraignantes que ça, pour que ça puisse tourner avec un peu d'intelligence aussi, tout seul, et surveiller ça à distance. Alors l'expérience plaisante, elle est importante aussi, parce qu'on peut s'imaginer beaucoup de choses voilà, sur papier, et concrètement, si on n'a pas envie de passer du temps à gratter le sol, à chasser de limaces, etc., il y a des solutions, et c'est plus des solutions comme ça qu'on préfère mettre en avant. Ça soit aussi une expérience engageante, où les gens aiment passer du temps à faire ça, partager ce temps privilégié potentiellement en famille, avec des amis, et ça faisait partie vraiment des 3 éléments du cahier des charges initial. Alors les technologies en action, vous avez peut-être déjà vu ici ou là des démonstrateurs, jusqu'à Bruxelles, il y en a quelques-uns, basés sur l'aquaponie, c'est-à-dire une synergie entre des végétaux et des poissons. Donc on n'utilise pas de fertilisants en dehors de la déjection des poissons qui est directement dans un bassin et qui sont relevés au niveau de tours de culture. Voilà, c'est simplement la déjection des poissons qui est le fertilisant du végétal et c'est vraiment très efficace. Le poisson peut être comestible ou non, enfin, en fonction des personnes et de leur volonté d'avancer vers une solution ou une autre. La bioponie, c'est le même principe avec des engrais végétaux, du purin d'ortie par exemple. On met en place aussi des buts de permaculture autonomes, clés en main, c'est-à-dire que les personnes n'ont pas besoin de se sourcer voilà, en bois fragmenté, etc. Finalement, en fonction des quantités et du matériel des personnes à disposition, c'est pas si évident ça que de s'outiller et démarrer là-dedans. Mais en fait, on a proposé une solution clé en main qui permet de déployer des buts de permaculture très rapidement. La lutte biologique intégrée, c'est vraiment intéressant, c'est ce qui permet de se passer complètement des pesticides. Alors comment ça marche ?
Donc vous avez des pucerons, bon, c'est bien dommage, et bon, vous avez plusieurs options pour vous en débarrasser, ou au moins juguler, on va dire, les populations. Vous avez des actions, on va dire, chimiques directes, hein, pour les asphyxier, les tuer, et vous avez la lutte biologique intégrée. C'est-à-dire que vous avez présenté dans un environnement semi-ouvert, enfin une serre, quoi, des antagonistes, donc par exemple, très concrètement, des microguêpes parasitoïdes qui vont venir chasser ces pucerons, pondre dans leur abdomen et se reproduire, donc juguler la population des pucerons. Donc c'est un traitement complètement naturel, et on va dire vos alliés, ce sont les antagonistes des différentes espèces que vous essayez de maîtriser. Donc c'est très utilisé en maraîchage bio. C'est assez peu connu dans le public parce qu'il y a un petit aspect logistique à gérer qu'on a réussi à gérer en toute transparence. Et finalement, du coup, les personnes peuvent se passer de tous les produits qu'on peut s'imaginer pour se débarrasser des nuisibles. Donc c'est plutôt, c'est plutôt une science agronomique intéressante qui a intérêt à venir dans le quotidien. Et nous, on fait de la pédagogie là-dessus, la documentation. On amène ces solutions, on va dire, d'agronomie de pointe dans les mains des particuliers. On a aussi un calendrier de culture intégré, qui permet d'optimiser l'intégralité des espaces de culture de la serre en adaptant naturellement la culture à la saison, parce que bon, ça joue quand même un peu, et les gens n'ont pas forcément besoin de se poser de questions sur ce qu'ils doivent mettre dans les tours ou dans les buts ou peu importe où. On les guide à travers ce calendrier intégré suggéré par nos agronomes. Et la partie un peu tech, parce que bon, parlons un peu de la tech, parce que bon, la partie agronomie est prépondérante, mais il y a aussi un peu de tech. Le fait de pouvoir collecter des informations dans la serre, ça permet de savoir assez précisément si ça produit, comment ça produit et où en est le système. Et on a mis donc quelques capteurs. Alors ces capteurs qui sont aujourd'hui plus accessibles, ils le sont parce que justement l'open source, les Raspberry Pi et les communautés autour de ça ont permis de diviser quasiment le prix par 10 de ces engins-là. Et ce qui rend maintenant l'utilisation à particulier accessible et surtout utile dans ce cas-là, puisque nous, du coup, on récupère des données et des algorithmes proposent des suggestions intelligentes pour que les personnes puissent directement gérer leur serre avec une meilleure dextérité. Et ça permet même à nos agronomes de garder un œil, quoi qu'il arrive, sur les serres et vous appeler le cas échéant si on sent que ça part à la dérive. Donc on a une espèce de surveillance du parc de nos serres à travers ces connexions et ces connectivités qu'on propose sur l'aspect un peu plus tech. Donc je pourrais rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est magnifique. Une serre de 22 mètres carrés, donc 22 mètres carrés de culture avec un espace central dédié à l'aquaponie. Donc dans ces tours de culture poussent différents types de végétaux aux racines courtes. Les poissons ils sont cachés là en dessous. On ne les voit pas là à l'avant, mais il y a des panneaux solaires, donc la serre est autonome. Donc elle va tourner sans forcément tirer sur le secteur. Les buts de permaculture sont là. Donc elles sont auto-arrosantes, vous pouvez les remplir une fois tous les 3 semaines et il y a un petit paillis sur le dessus qui garde l'eau à l'intérieur de cette butte. Et un poêle à granules donc pour l'hiver. Donc ça permet de cultiver vraiment toute l'année, des cultures de saison, et pouvoir produire entre 300 et 400 kg de légumes toute l'année. Donc c'est assez considérable et c'est surtout une prise en main assez rapide. Donc les gens, les pionniers qui rentrent dans l'aventure, donc les pionniers ce sont les contributeurs, les acteurs, les personnes qui possèdent des serres connectées, rentrent assez rapidement, on va dire, dans la démarche et sont capables au bout d'un an et demi de dépasser les 200 kg de culture. Forcément, l'écosystème dans la serre a besoin de se mettre en place. C'est un écosystème assez subtil qui se met en place et la montée en compétence des personnes est relativement rapide. 6 mois, 1 an, on dépasse les 100-200 kg de culture sur la serre de 22 mètres carrés. Le modèle, alors là, on est sur 22 mètres carrés, on a plus besoin d'un petit jardin, peut-être un toit. Pour les environnements un peu plus urbains, on a une serre de 3,5 mètres carrés qui embarque la même technologie. Donc des tours verticales avec des petites bacs de culture à l'intérieur et à l'extérieur. Et là, ça va tenir plus facilement sur un toit, une terrasse, un petit balcon, surtout sur de l'urbain. On a une solution qui utilise la bioponie uniquement, donc c'est cette tour de culture. Donc c'est une architecture végétale en double hélice, donc 36 pots de culture qui composent ce jardin vertical. Donc c'est vraiment une solution souple qui peut tenir sur 1 mm carré. Vous mettez ça sur les terrasses, sur les toits, aussi en intérieur avec un kit LED. Et ça permet de produire jusqu'à 40 kg de légumes par an, ultra frais. Et pas forcément que des aromatiques. Vous êtes sur du melon, sur du poivron, sur différents types de salades. Enfin, on est vraiment sur une culture intégrée, surtout assez jolie, qui s'intègre à un environnement urbain, parfois même un peu festif. Et c'est déjà une bonne manière, assez rapidement, de pouvoir rentrer dans la démarche quand on n'a pas forcément l'ambition, dans un premier temps, de partir sur une serre qui est quand même un sacré projet de vie. Alors la partie un peu tech, comme je disais tout à l'heure, c'est la partie connectée, donc elle est assez transparente, c'est pas de la tech pour la tech.
C'est vraiment quelque chose qui est là pour vous apporter un support. Il y en a d'autres types, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, je vais refaire le tour. Mais en gros, c'est ce qui est essentiel pour pouvoir gérer sa serre à distance. Donc garder un œil dessus, potentiellement nous, les agronomes, pouvoir agir si on sent vraiment que la situation échappe aux différents pionniers. Donc c'est pas forcément très invasif. On parle de serre connectée, mais c'est un peu surfait, c'est surtout une serre collaborative. La manière dont elle a été créée de manière itérative avec les pionniers qui nous ont fait des feedbacks tout au long du développement produit. L'aspect connecté, c'est vrai que ça peut un peu refroidir quand on parle d'outils de production, surtout dans du maraîchage et de la permaculture. Mais en réalité, c'est quelques capteurs, un Raspberry Pi. C'est pas d'une grande violence, mais c'est quand même d'une certaine utilité pour le quotidien. Donc il n'y a pas plus de tech que ça, si ce n'est parfois des LED pour assurer un appoint photosynthétique à l'intersaison ou l'hiver. On ne va pas chercher à mettre des barres à robotiser, des trucs vraiment over-ingénieurs, mais juste ce qu'il faut pour agrémenter l'expérience et permettre à des personnes de se sentir accompagnées, de se sentir, on va dire, guidées à travers toutes les étapes de culture dans la serre. Alors là, j'ai un slide un peu plus technique. Bon, je ne sais pas si on voit pas grand-chose malheureusement. Donc j'ai parlé des différents supports qui sont disponibles pour produire son alimentation. Alors nous, ce qu'on assume clairement, c'est que pour avoir 400 kg de légumes en sortie, il faut quand même quelques entrées. Alors c'est vrai que l'énergie, l'électricité est compensée par les panneaux solaires, mais on le cite quand même. L'eau qui est récupérée par la serre fait aussi un critère d'entrée dans le système, au même titre que les pellets pour le poêle. Ça fait partie de notre équation de charge de revenus et du matériel agronomique, puisque la lutte biologique intégrée doit se renouveler tous les 6 mois, donc ça fait aussi partie des consommables. Et nous, c'est clairement quelque chose qu'on assume au même titre que des graines qu'on peut réutiliser, qu'on peut changer, enfin peu importe. Et certains entrants organiques, comme les micronutriments, qui sont clairement une matière entrante. Donc c'est un coût récurrent. On ne cache pas ça, enfin, voilà, la permaculture, parfois on peut s'imaginer qu'il n'y a que des trucs qui sortent. Non, bah, des systèmes de la cellule en passant par l'atome ou peu importe, il y a des choses qui rentrent et des choses qui sortent. Et globalement, il faut mettre un peu de carburant dans notre système pour que ça tourne. Et la balance économique est intéressante, puisqu'on rentabilise une serre de plusieurs milliers d'euros, de 15 000 euros en 6 ou 8 ans, du fait de sa production. Donc c'est un déplacement de budget, on va moins au magasin. On consomme directement ces végétaux qui ont des performances agronomiques, je viens de revenir dessus, largement au-dessus de la moyenne, et du coup on rentabilise entre guillemets l'affaire à travers ce modèle. Donc ça c'est pour le modèle entrée-sortie. Il y a quelques autres actions qui ont effet sur notre système, à savoir, comme j'ai parlé tout à l'heure, un calendrier de maintenance. Donc il y a une maintenance d'1 heure, 1 heure et demie par semaine, qui est vraiment incompressible, qui consiste à prendre quand même soin de la serre. Ça ne tourne pas tout seul, donc voilà, on le dit. Il faut passer du temps à quand même surveiller ce qui se passe, avoir l'œil sur ces végétaux, faire quelques activités de maintenance, comme maintenir le filtre ou s'occuper de ses semis. Bon, ça se fait malheureusement pas tout seul. Et s'adapter à la saison. Donc il y a 2 coups de bourre dans l'année où on va adapter vraiment à l'été et à l'hiver. Il y a quand même un petit clean à faire dans la serre. Et aussi suivre les instructions, les recommandations qu'on a sur l'utilisation de la serre. Donc ça, c'est quand même un travail, un investissement du quotidien. Donc voilà, la serre est connectée, mais quand même, on a besoin que les personnes s'y intéressent pour prendre la compétence, pour suivre nos recommandations, pour nous faire de retour, parce que c'est important en termes d'ergonomie, on s'adapte en permanence. Mais en tout cas, ça interagit directement sur le système. Alors la communauté, c'est certainement la chose la plus intéressante là-dedans, puisque ce sont nos pionniers qui assurent, on va dire, beaucoup de choses, des retours, de la bienveillance, des visites. Donc il y a pas mal de serres en Belgique, on a fait un petit tour non exhaustif tout à l'heure. Donc il y en a à Martelange, dans la province de Luxembourg, près d'Arlon, ou de Mons, si je me souviens bien. L'école communale de Borlon aussi, un peu plus dans le sud, qui vient de recevoir sa serre, donc ils sont très actifs sur les réseaux sociaux avec une méthodologie pédagogique assez intéressante. Donc ils ont installé notre serre et ils vont faire travailler les jeunes enfants là-dessus. On est présent aussi du côté de Bruxelles. Voilà, on a fait un tour chez un pionnier qui vient d'avoir sa serre pour faire un premier témoignage à chaud de son expérience. Et SASM, on a aussi jusqu'en Flandre, du côté de Courtrai. Voilà, il y a quand même pas mal de pionniers maintenant aussi en Belgique. Donc on est présent sur 14 pays. Principalement en Europe et un peu plus loin, mais cette communauté elle est là pour assurer sa transparence, publier les résultats de leur récolte, parce que c'est un peu ça, l'objet de la transparence, c'est de montrer un peu ce qui se passe en bout de chaîne, et c'est ce que nous offrent nos pionniers, c'est qu'ils nous
font des photos assez surprenantes de leur culture, de leurs plats, des interactions qu'ils ont avec aussi leur famille sur cette serre, leurs histoires personnelles, des histoires parfois même entrepreneuriales qui s'entrecroisent avec la serre. C'est assez intéressant. On a des témoignages, par exemple, de maisons de retraite où il y a des concours culinaires basés sur ce qui sort de la serre. Enfin, c'est assez surprenant ce qu'ils sont capables de faire. Donc les pionniers sont là pour assurer des visites, montrer ce qu'ils savent faire, assurer quand même une certaine crédibilité sur ce qu'on propose, parce que bon, on peut en parler, on est fondeurs, on a de l'expérience. Par contre, quand c'est les pionniers qui viennent témoigner dans des événements clés comme Vivatech ou Salon d'Agriculture de leur expérience, bah forcément ça prend une autre tournure parce qu'ils parlent de leur expérience, et ce ne sont plus les mots des fondateurs, mais ce sont les mots des pionniers qui font toute la différence. Donc ils sont là pour nous apporter aussi parfois des conseils techniques, parce qu'ils sont de tous les corps de métier. Il y a des choses que nous, pas forcément, on a eues, bah, eux, ils vont avoir vu quelque chose, expérimenté, et ils vont nous suggérer des choses qui vont vraiment enrichir l'intégralité de la communauté. Donc c'est l'intérêt aussi de fédérer tout ça, c'est que quand quelqu'un a une bonne idée, on est capable de l'industrialiser et de la déployer à une échelle quasiment mondiale maintenant. Donc mine de rien, le fait d'avoir une initiative et une seule, et réussir à fédérer des profils intéressants, des idées intéressantes autour de nous, bah, ça fait agréger des projets vraiment intéressants. Là, on va parler de spiruline, on va parler d'autres techniques avancées par rapport à la gestion des énergies. On va parler aussi d'autres personnes très calées dans l'agronomie, dans des techniques de pointe, qui dorment un peu dans les laboratoires. Bon, c'est un vrai problème qu'on a en France. On a beaucoup d'excellentes idées en laboratoire qui ne vont jamais sur le marché parce qu'il n'y a juste pas d'entrepreneurs entre les deux. Et justement, ces entrepreneurs vont se dire bah, c'est bien, j'ai peut-être même un marché de 200 serres qui sont déjà là pour absorber potentiellement une innovation. Et nous, on va être capable de faire ça en quelques mois. Donc, 3 minutes déjà, j'essaie d'aller plus vite. Donc la communauté, comme j'ai parlé tout à l'heure des notations, enfin des notifications intelligentes sur les différentes étapes de production. Alors les performances agronomiques, j'en ai parlé tout à l'heure, elles sont largement au-dessus de la moyenne. Absence de polluants, ce qui est bien normal, on teste ça naturellement. Pas de plastique, de métaux lourds, de pesticides, plus de fibres et de protéines végétales, et beaucoup plus de vitamines A, B9, C. Et là, on n'est plus à 20-30%, on est à 3-4 fois plus que le standard dans le bio. Donc on est plutôt content de ça. Donc nous, on teste ça continuellement. Alors l'esprit de communauté, comme je dis, c'est des échanges, des partages, des visites et des contributions. Des publications de résultats, donc voilà, on peut directement aller solliciter nos pionniers pour voir comment ça se passe chez eux, et quand ils font des visites, ils demandent des rétributions, enfin ils sont rétribués parfois, et même parfois ils souhaitent directement rétribuer une association sous forme de dons. Donc voici un exemple de webinar qu'on effectue tous les mois et demi pour accompagner la communauté, entre autres, et sur les innovations intéressantes, on a justement des personnes âgés qui avaient un peu de mal avec l'ergonomie. Alors nous, avec nos grands bras, c'est sûr que c'est facile de tendre le bras et prendre un truc avec une main. Et ben, en fait, les pionniers ont inventé un système de crochet plus intelligent que ce qu'on avait avant. Et nous, on s'est dit, c'est une super idée, on peut faire ça avec une main, c'est plus pratique. Et ben, on l'industrialise et puis on distribue ça à tout le monde. Et maintenant, c'est devenu un standard. Tout comme le distributeur à poisson, enfin le distributeur de nourriture à poisson, pardon, qui a été réadapté avec un dimensionnement plus intéressant, directement de quelqu'un qui avait acheté une imprimante 3D ou qui avait été dans un Fab Lab. Et du coup, ça a été proposé sur notre shop directement. Bon, des résultats de pionniers parfois qui nous surprennent par leur créativité et vraiment la beauté qui s'en dégage. Pareil pour le poêle, on nous a créé une extension pour le poêle pour rester plusieurs semaines directement avec la réserve de pellets. Et la spiruline, donc Emile est là, elle a déployé son premier photobioréacteur, je suis justement un pionnier belge qu'on a rencontré au Salon d'Agriculture, une belle histoire. Donc la spiruline, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une microalgue qui est très riche en protéines et qui permet de limiter sa consommation en viande, elle est très riche en acides aminés et vitamines. Et on est capable de produire sur un très faible espace sa spiruline pour soi. C'est extrêmement intéressant. Donc je conclue avec notre évolution depuis 3 ans. Donc on a dépassé les 180 serres connectées maintenant. Les entreprises pionnières qui partagent aussi notre vision vont contribuer aussi avec nous sur un contexte un peu plus, on va dire, professionnel, des hôtels, des chambres d'hôtes, des restaurateurs, et des partenaires institutionnels sur des projets pilotes, d'aménagement de territoire, des centres de recherche, des écoles d'ingénieurs, avancent aussi avec nos solutions pour aussi donner, on va dire, une plus grande accélération à ce qu'on propose. Voilà, merci.